Tu étais censé présenter Contraction au CATSU du 16 au 27 février, mais l'événement a été annulé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer comment que l'association avec le CATSU s'est faite? C'est très simple en fait. C'est le CATSU qui a communiqué avec moi pour me proposer d'abord de monter une autre production sur laquelle j'avais déjà travaillé pendant mon parcours à l'École nationale de théâtre en mise en scène. Une pièce qui s'appelle Le chien, la nuit et le couteau de Marius von Meyenburg. Donc, Éric Jean, le directeur artistique du théâtre de Katsu, avait entendu parler de la production par Denise Guilbeault, la directrice artistique de l'école. Puis, Denise lui a conseillé de m'approcher pour que je lui parle moi-même de la production, pour qu'il vérifie par la suite si c'était quelque chose qui pouvait l'intéresser, de m'inclure dans sa saison 2014-2015 avec cette pièce-là. Puis, j'étais enchanté que Éric Jean fasse appel à mes services. On se connaissait déjà, puis Éric avait vu d'autres exercices que j'avais fait dans le cadre de ma formation à l'École nationale. Il avait vu aussi une mise en scène professionnelle que j'ai signée en Gaspésie pour le Théâtre de la Petite Marée à Bonaventure, Le Radeau de Rebecca Desraspes. Puis, je savais qu'il appréciait bien mon travail de metteur en scène, mais là, c'était la première fois qu'il me lançait une invitation comme celle-là. Mais finalement, tu as introduit le sujet en parlant de contraction de Mike Bartlett. Donc, c'est pas j'ai refusé de monter Le chien, la nuit et le couteau pour lui proposer contraction de Mike Bartlett. Puis, pourquoi finalement avoir choisi ça? Oui, les raisons sont financières. Je pense que ça touche directement au sujet là, de notre entretien. En fait, lorsqu'Éric Jean m'a appelé pour monter une pièce dans son théâtre, tout de suite, une petite cloche me sonne à l'esprit, puis c'est qui va devoir produire cette pièce? Moi-même. Donc, c'est la réalité de plusieurs jeunes artistes en début de carrière. On doit financer et produire nos propres spectacles. Et donc, en pensant au chien, la nuit et le couteau, c'est un spectacle avec 3 acteurs, un gros décor, des besoins techniques aussi qui sont assez complexes. Entre autres, il y avait une chute de sable pendant la pièce, un mur qui s'ouvrait aussi, qui laissait passer un éclairage assez magnifique à la fin du spectacle. Puis, mon esprit de producteur calculait tout ça, puis étant conscient aussi des difficultés financières pour monter une production, donc plus tu as besoin d'avoir une grande équipe, évidemment, plus les coûts sont imposants. Donc, j'ai moi-même proposé à Éric, plutôt que de m'attaquer à cette pièce-là, je lui ai ressorti le chien, Contraction. Je lui ai ressorti Contraction, puis c'est une pièce qu'il avait déjà vue, donc on pouvait s'en parler en connaissance de cause. Puis, donc, il y a seulement 2 comédiennes dans Contraction, un plus petit décor, pas besoin de machiniste. Déjà, je voyais que j'aurais une plus petite équipe, puis que ça allait peut-être être un peu plus facile pour moi de m'attaquer à un projet de cette envergure-là, dans le fond. Puis, justement, tu parles de projet d'envergure. C'est quoi les étapes qu'il faut faire pour réaliser un projet comme ça? En fait, bien entendu, il y a les étapes qui touchent à la création du spectacle, donc les répétitions en commençant par le travail de table, le travail de répétition en mise en place, ensuite un travail de détail sur chacune des scènes, ensuite tout le monde connaît un peu tout le monde en art connaît un peu le processus de création, on rentre dans un processus d'enchaînement jusqu'à la première, dans le fond. Mais, comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, le défi dans le cas de plusieurs jeunes producteurs, de jeunes créateurs, le défi principal, c'est qu'ils doivent supporter les frais de production, donc ils doivent devenir producteurs de leur propre pratique. Les étapes de la production vont comporter du financement. Le financement, on peut penser aux demandes de subventions qui viennent en début de processus, puis par la suite, tout ce qui va réussir à pallier
le total du budget, donc des activités de levée de fonds, des concours. Il faut être inventif pour ramasser de l'argent, dans le fond. On parle aussi beaucoup de financement privé en théâtre maintenant, c'est de faire affaire directement avec des entreprises pour solliciter des dons en échange de services, dans le fond. Donc, en échange d'une collaboration spéciale sur le spectacle ou d'avoir des billets pour la première avec un entretien, par exemple, avec les comédiens de la pièce. Donc, on essaie de rendre l'activité intéressante et particulière pour des investisseurs qui accepteraient de supporter la création en achetant des billets peut-être à tarif un peu plus élevé pour encourager la production. Puis il y a toutes sortes de moyens. Tous les moyens sont bons pour ramasser des sous, dans le fond, mais c'est important d'avoir un bon échéancier puis de travailler fort sur la chose. En plus du financement, souvent, on va aussi assumer les responsabilités de communication autour de la pièce. Donc, une fois que toutes les questions par rapport au financement sont réglées ou si on peut dire entamées, c'est le temps de faire de la gestion de ressources humaines au niveau de l'embauche de tous les comédiens, les artistes créateurs sur la production, penser à la signature des contrats. Donc, c'est vraiment plus un travail de gestion. À ce moment-là, il faut se familiariser avec les différentes conventions collectives à l'UDA, à la CT, qui est l'Association des compagnies théâtrales. Il y a d'autres associations qui s'occupent des auteurs, des traducteurs, des différents artisans là, des métiers de la scène, comme des concepteurs de décors, d'éclairage. Donc, il faut être sûr d'offrir des bonnes conditions de travail à tous ces gens-là et de négocier les cachets avec chacun des intervenants de la production ou, dans certains cas, leur agent. Donc, suite à ce travail administratif-là, il reste l'étape qui est une étape quand même assez ultime, l'étape des communications pour vendre le projet et pour le faire connaître, dans le fond. Donc, c'est de réfléchir à de quelle façon on va choisir de parler du spectacle, puis mettre les comédiens dans le coup, justement, pour prévoir une bonne visibilité sur la production en cours. Souvent, on fait affaire à des services professionnels pour nous aider, les artistes, dans cette étape de communication-là. Ça coûte très cher et ça s'appelle des relations publiques. Donc, j'allais oublier un détail crucial, la négociation des droits d'auteur. Et dans le cas de Contraction, j'avais des droits d'auteur puisque Mike Bartlett est l'auteur de la pièce, puis il est un auteur britannique. Et j'avais 2 traducteurs qui travaillaient pour moi, en fait, pour faire une adaptation du texte. Donc, je devais négocier autant avec l'auteur qu'avec les traducteurs. Je me rends compte que ça prend beaucoup de temps. Combien tu as eu de temps pour réaliser ça? Tu vois, l'entente avec le théâtre de Katsu s'est conclue au mois de décembre 2013 et la pièce était programmée en février 2015. Elle était programmée au moment où je te parle. Ouais. Donc, on pourrait arrondir à 1 an, mais ce serait plus juste de dire 1 an et 2 mois environ à partir du moment où j'ai su que j'étais programmé au Théâtre de Katsu et la date butoir de la première représentation. Donc, tu comprendras que en 1 an et 2 mois, il y a beaucoup de travail à faire si on se fie à toutes les responsabilités qu'on a mentionnées là, dans ta question précédente. Ça serait quoi le temps idéal? Le temps idéal, selon moi, ce serait environ 3 ans, minimum, je te dirais, pour avoir le temps de tisser des bons partenariats, des gens qui vont vraiment t'épauler dans le processus financier, administratif de la pièce. C'est pas une bonne stratégie que de se lancer dans cette démarche-là, dans l'urgence de devoir créer. Puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que pendant cette année-là dont on parlait tout à l'heure,
il faut bien sûr ramasser des sommes vertigineuses. Je peux vous donner un exemple concret. La production au Théâtre de Katsou avec 2 comédiennes, dans le cas de Contraction, coûtait environ 60 000 $. Donc, en un an, c'est laborieux de ramasser tant d'argent, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on doit monter la pièce, qu'on doit avoir suffisamment de temps comme créateur pour se retrouver vraiment au centre de son imaginaire, de sa créativité, de ce qui est puissant dans la création, de ce qui fait en sorte que tu es connecté toujours dans le travail avec l'œuvre que tu tentes de construire, dans le fond. Donc, ça, c'est problématique sur une très courte période, parce que ce que je pourrais dire là-dessus, puis c'est vraiment un avis personnel, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, mais en étant dans l'urgence de financer, comme créateur, je me couche le soir avec une idée en tête qui est beaucoup plus comment tu vas faire, Francis, pour ramasser les 30 000 $ qui te restent, alors que ce qui devrait m'habiter quand je me couche le soir, c'est la finesse de ma direction d'acteur, les obstacles que je vais rencontrer, mais pour être capable de mener mon équipe plus loin, donc tous les intervenants de mon équipe. Puis je pense qu'en 3 ans, pour fermer la boucle, je pense qu'en 3 ans, tu as le temps aussi d'étendre le processus de création sur une plus longue période. Donc, dans la première année, de faire des demandes de subvention pour faire, par exemple, un laboratoire de création, une première étape de travail avec les comédiens, travailler le texte, travailler la traduction en même temps, peut-être avec les auteurs, mais s'assurer que les gens soient rémunérés pour faire ce travail-là, mais de voir le travail vraiment plus en étapes comme ça. Une fois cette étape-là de franchie, là, on a une bonne base de travail. Peut-être qu'on aura eu même le temps de capter du matériel vidéo, des photos de l'équipe en travail, des outils qui vont nous permettre ensuite, pendant les autres années, de développer le projet davantage, d'être capable de frapper à des portes avec du matériel. Mais tout ça prend du temps, justement. Donc, je dirais au moins 3 ans, mais on parle de contexte idéal et on n'est pas dans un contexte idéal. Surtout présentement. Ouais. Puis, donc, si je comprends bien, le facteur temps, facteur argent, subvention et tout, ça a manqué. Donc, le spectacle a dû être annulé. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les facteurs, sur le... Oui, oui. En fait, c'est vraiment ça. C'est un manque de temps. On en a parlé. Le manque de sous, mais j'ai fait mes demandes de subvention en bonne et due forme. Au moment où je rédigeais mes demandes de subvention, en fait, j'étais déjà boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec pour un travail de laboratoire sur la présence d'état physique au théâtre. Donc, je travaillais en partenariat avec une chorégraphe et des acteurs, oui. Et étant déjà boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec, je ne pouvais pas faire une seconde demande. Je devais compléter mon laboratoire et leur envoyer mon rapport de subvention avant d'être éligible aux prochaines subventions. Ces prochaines subventions-là étaient au mois de septembre ou d'octobre 2014. Donc, vraiment, c'était vraiment très dernière minute avant, si on se fie au délai de la première représentation, qui était le 16 février. 16 février, oui. Merci. Moi, ça fait déjà, ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté. Ouais. C'est comment que la décision s'est prise? C'est qui a décidé de prendre la décision? On annule le spectacle? Oui. Mais il faut dire aussi que j'étais dans une sale position parce que je produisais la pièce avec ma propre compagnie de théâtre, Aquilon Théâtre, qui est une compagnie que j'ai fondée avec 2 collègues comédiens de l'époque où j'ai fait ma formation d'acteur au Cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est une compagnie qui a à peu près 8 ans d'existence. On s'est servi ensemble de cette compagnie-là pour faire nos premières pièces. C'est là où j'ai développé un peu mes techniques en mise en scène, où j'ai fait mes premières armes. Mais pour le projet de Contraction, mes collègues ont accepté que j'utilise la compagnie pour produire la pièce, mais ils n'avaient pas beaucoup de temps pour m'aider, puis pas beaucoup d'intérêt non plus, étant donné qu'ils n'étaient pas impliqués dans cette production-là à titre d'artiste.
Donc, moi, me croyant tout-puissant, j'ai accepté de prendre la plupart des responsabilités sur mes bras. Donc, de fil en aiguille, le temps passe. J'ai pas eu Donc, j'ai fait seulement une demande au Conseil des arts du Canada qui m'a été refusée. Donc là, j'avais pas de subvention. J'avais l'opportunité d'en faire à l'automne, mais j'aurais eu les réponses de ces subventions-là à fin décembre, donc moins de 2 mois avant la première. Donc, évidemment, je ne pouvais pas compter là-dessus. Et j'avais réussi à négocier 22 000 en partenariat privé et en médiation culturelle. Et il y a un de ces gros partenariats-là qui s'est effondré à la dernière minute. Donc, je me suis retrouvé au mois de septembre de cette année avec pratiquement rien dans les poches pour produire ma propre pièce. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais de plus en plus de pression sur les épaules et que c'était peut-être plus sage pour ma santé psychologique d'abandonner la production. Donc, c'est moi qui a contacté le théâtre pour leur annoncer que malheureusement, j'étais plus dans des dispositions favorables pour produire moi-même cette pièce-là. Et j'étais convaincu qu'en restant dans un contexte autant stressant, que mon travail de créateur allait en souffrir énormément. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'abandonner cette production-là. Puis c'est une décision crève-cœur, parce qu'en tant que jeune artiste de la relève, je veux être programmé dans un théâtre. Puis, tu sais, c'est un désir que j'ai toujours porté, mais j'étais pris justement dans toutes ces responsabilités-là. Et véritablement, j'ai eu besoin de me protéger comme créateur pour ne pas m'afficher dans un contexte où j'aurais probablement présenté à la communauté artistique et aux spectateurs un Francis assez fatigué et peut-être plus ou moins en moyen ou plus ou moins en contrôle de ses moyens créatifs. Après cette annonce-là au Katsu, est-ce qu'il y a des moyens qui ont été pris pour essayer de ressoutenir, de refaire vivre le projet? Oui, il y a des moyens qui ont été envisagés, bien entendu, parce que le théâtre, il faut dire qu'ils ont des enjeux financiers eux aussi. Donc, évidemment que ça ne faisait pas leur affaire au départ d'apprendre qu'ils allaient perdre une production dans leur programmation, mais ils étaient très à l'écoute et très compréhensifs de ce que je vivais, de ce que je leur annonçais. Donc, ils voulaient être certains, d'abord et avant tout, que c'était vraiment, dans mon cas, une décision finale. Puis ensuite, ils ont essayé de m'influencer à chercher plus loin pour voir s'il y avait d'autres possibilités. Et c'est un peu par chance, je crois, parce que les deux comédiennes de ma distribution, Lise Roy et Agathe Lanctot, ont toutes les deux le même agent. Donc, cet agent-là, pour le bienfait de ces comédiennes et aussi parce qu'il croyait beaucoup au projet, a décidé de vérifier si lui pouvait faire quelque chose pour devenir producteur délégué. Mais il faut dire qu'au moment où on m'a annoncé ça, j'étais un peu sur mes gardes. Je venais de prendre mon courage à deux mains vraiment pour annoncer au théâtre que je désirais qu'on arrête tout. Et là, il y avait une espèce de mouvement de relance de qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la production avec cet agent-là en question. Donc, au départ, j'étais un peu réticent, mais quand j'ai compris que c'était vraiment par cœur, que les gens voulaient vraiment que ça se passe, les gens croyaient en mon projet, j'ai été très touché. Puis, en fait, l'agent en question, pour ne pas le nommer, a vérifié s'il pouvait devenir le producteur délégué de la production. Il avait 3 contacts, et 3 hommes d'affaires qui pouvaient potentiellement investir dans la production. Donc, il a pris le temps de vérifier auprès de ses contacts. Puis, malheureusement, lui-même n'a pas été capable de reprendre la production en main. Donc, à quelque part, ce revirement de situation-là, puis la tournure des événements, m'ont rassuré en me disant, si toi, Francis, tu n'as pas été capable de le faire, toi qui ne fais pas partie du grand monde des affaires,
alors que ce gars-là, oui. Donc, en constatant que l'agent n'a pas été capable, lui non plus, de trouver les ressources financières pour réussir à permettre une santé financière au projet, pour permettre aux artistes d'être heureux parmi tous les facteurs de la création théâtrale, ben ouais, ça m'a rassuré un peu de constater ça. Donc, finalement, ces solutions-là n'ont pas fonctionné, puis on a vraiment conclu avec le théâtre. Oui, oui. Si je ne me trompe pas, il y a aussi beaucoup d'autres théâtres institutionnels qui souffrent des compressions budgétaires. Oui, oui. Vraiment, ben en théâtre, plus personne n'a de l'argent. Vraiment, les subventions sont de moins en moins généreuses d'année en année. Puis, je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais j'ai l'impression quand même que dans chaque théâtre institutionnel qu'on connaît à Montréal, l'organisme en tant que tel, en 2015, ils ont les moyens de financer de 2 à 3 productions, je dirais. Dans toute la saison théâtrale, ils vont avoir 2 à 3 productions maison. Donc, les autres productions, parce que bien sûr, une saison théâtrale, c'est beaucoup plus que 2 ou 3 spectacles, les autres productions vont être des productions en accueil. Ce qu'on entend par production en accueil, c'est de la codiffusion. Donc, c'est un contrat avec le théâtre, ou bien le théâtre va louer la salle à la compagnie qui est en accueil, puis la compagnie est autonome, verse des sous de location de salle pour pouvoir y jouer. Ou bien ça va être une entente un peu comme celle que j'avais avec le théâtre de Catou, qui est la salle coûte rien au départ, mais le théâtre va se rembourser en gardant une partie des profits de la billetterie, donc des ventes de billets associées à la production. Mais justement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs créateurs qui se retrouvent dans la même situation que moi, donc d'être programmés dans une salle de spectacle à peu près 1 an à l'avance et de devoir financer la production eux-mêmes. Est-ce qu'après ça, tu as des projets futurs? Est-ce que ça t'a découragé? Mais je vois que tu as l'air satisfait quand même de ta décision, mais est-ce que tu as un projet en tête suite à ça? Oui, je suis satisfait de ma décision. La raison pour laquelle je suis satisfait, c'est que ce cheminement-là, qui n'a pas été facile, mais m'a permis aussi de mettre mon point sur la table, de m'affirmer en tant que créateur et de dire non, je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. Ça, c'est pas facile à assumer parce que, comme on disait tout à l'heure, on a tellement envie d'être programmé. Ce désir-là prend beaucoup de place, puis on est des êtres passionnés, les artistes, donc c'est bien aussi de ce feu-là. Mais dans la situation où j'étais, tout le monde avait leurs conditions, tout le monde agissait sur moi en disant « les droits d'auteur vont te coûter 4 000 $ américains, non négociables. Le théâtre de Catou, ils vont prendre tel nombre de pourcents des recettes, leur condition c'est tang, 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 et ils veulent que j'investisse en publicité, ils me conseillent tel montant. » Donc, les exemples sont peu nombreux, mais à plein de niveaux, c'est moi qui est responsable d'accepter tout ce qu'on me demande. Puis c'est comme si, à un certain niveau, j'avais besoin de faire, ça s'adonne que moi aussi, j'ai des limites. Moi aussi, mon travail s'inscrit dans certaines conditions et maintenant, ça ne respecte plus les conditions dans lesquelles j'ai envie que mon travail s'insère, dans le fond. Donc, pour ça, je suis très content parce que ça devient une petite victoire personnelle. Sinon, je te dirais que je me projette pas en ce moment dans le même type de projet. Donc, je n'ai pas envie de devoir payer 60 000 $ pour monter un spectacle prochainement. J'ai envie qu'on m'engage comme metteur en scène, qu'on me paye pour faire mon travail. Mais j'ai aussi un côté entrepreneur là, qui est bien ancré en moi. Donc, je commence à avoir des petites idées en théâtre jeunesse. Peut-être que je prendrai le temps, une période de 3-4 ans pour bien construire un projet comme celui-là. Je ne sais pas encore, je ne suis pas rendu là.
Puis j'ai un projet plus concret dans ma région natale, en Gaspésie, où j'ai décidé d'investir du temps, de l'énergie pour travailler à la mise sur pied d'un camp de vacances spécialisé en théâtre pour donner une formation très pointue à des jeunes, à des ados, à des jeunes enfants l'été pour leur permettre de s'initier au théâtre en leur partageant mon expertise, dans le fond. Puis en région, je trouve que c'est peut-être plus facile, en fait, pour moi, de me lancer dans la machine entrepreneuriale puis de négocier des partenariats. Avec la formation que tu as, en plus, oui, il y a moins d'artistes professionnels en région aussi, donc ça peut être un facteur qui aide aussi à s'illustrer vraiment quand on met les pieds là-bas. Mais j'adore le côté communautaire du théâtre aussi. Puis j'ai besoin comme artiste, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir la sensation que mon travail est utile à quelque chose, que mon travail peut changer les choses. Donc de travailler avec une communauté d'enfants en Gaspésie, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup comme artiste. Donc en ce moment, j'ai décidé de mettre du temps là, puis je gagne ma vie en enseignant le théâtre. C'est quelque chose, l'enseignement aussi, que j'adore. Donc, mais mon côté artistique ne va pas s'effacer. C'est juste que je vais devoir réfléchir aux choses un peu autrement. Donc, merci beaucoup, Francis, pour ton temps. Bonne chance dans tes projets futurs. Et j'espère que ton camp de Gaspésie va devenir l'incontournable des jeunes passionnés du théâtre. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.